Merci pour votre présence au rendez-vous professionnel dédié aux métiers d'art d'excellence organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nantes. Et nous sommes au hall 1 et 2. Bienvenue. Je suis Amaury Poudret, designer engagé autour de l'artisanat, des territoires et de l'éducation artistique. Gérant de la société Networks et fondateur de l'association Foyer. Je suis heureux d'animer ces deux tables rondes de ce matin et cet après-midi, les avoir composées et un exercice que j'ai abordé comme un projet de design. J'ai composé avec de la diversité pour tenter de produire du sens. Je remercie la Chambre des métiers de Nantes, Franck Lavillonnière et Nathalie Francis pour leur confiance. Bienvenue, allez-y, installez-vous. Alors je remercie aussi tous les intervenants, évidemment, chaleureusement. Merci pour votre présence. Ça va être sympa de discuter avec vous. Nous aborderons du coup cet après-midi à 14h45 la question de l'artisanat et des techniques associées, anciennes ou contemporaines. Faut-il investir ou capitaliser sur les méthodes ancestrales et les augmenter, innover ou résister, low-tech ou high-tech? Qu'est-ce qu'impliquent ces techniques sur le sens des activités artisanales et créatives? Donc ça, ce sera cet après-midi, après le déjeuner. Ce matin, ce qui nous intéresse, ce sont les différentes manières d'aborder l'artisanat, d'entreprendre dans l'artisanat, de faire entreprise. Donc chacun sa sauce, on va voir, on a trois personnes assez différentes et en même temps similaires dans leur pratique. Y a-t-il plusieurs artisanats, pièces uniques ou productions en série? L'artisan doit-il être multitâche, produire, vendre, communiquer? Jusqu'où aller dans la recherche de sens des activités artisanales et des activités créatives associées? Se démarquer ou se conformer? Est-il nécessaire de se diversifier ou faut-il se spécialiser? Donc pas mal de questions. On a 1 heure, donc l'idée aussi, c'est que vous preniez part à ces discussions, donc n'hésitez surtout pas, on va échanger, puis ensuite il y aura un temps assez large de questions et de partage d'expériences. Je ne l'avais pas aussi réalisé, mais en fait, en regardant vos parcours, vous êtes tous assez créatifs. Donc on va pouvoir parler d'artisanat, mais aussi de design et de création. Alors, qui accueillons-nous? Donc nous accueillons Florence Vuillet. Moi je disais Vuillaille, c'était n'importe quoi. Florence Vuillet, donc tu es designer textile lainière, diplômée de la Haute École des Arts du Rhin, installée à Vannes, dans un endroit assez atypique, il me semble. Tu pourras peut-être en toucher 2 mots. Tu te spécialises pendant ton cursus dans la technique du feutre de laine. Donc tu conçois et fabriques des pièces uniques d'ameublement en laine française ou locale, allant ainsi de l'éleveur au designer. Bienvenue Florence, tu pourras te présenter plus longuement. Jérémy Coemgen, c'est bien ça? Cobgen, ok. On n'a que des noms difficiles à prononcer. Alors tu es architecte de formation, habitué des sujets expérimentaux et multidisciplinaires. Tu as d'ailleurs, alors on en a parlé tout à l'heure, mais je me disais, tu as d'ailleurs toujours ton agence d'architecture, mais voilà, tu pourras en retoucher un petit mot. Tu es impliqué dans l'enseignement ENSA de Nantes, LISA de Nantes. Puis tu rejoins en 2017 ton associé Benjamin Verger dans Sans Détour, une entreprise qui s'annonce clairement. Sans Détour, c'est le design et la fabrication de mobilier en bois d'anciennes fenêtres. Vous êtes basé dans les Deux-Sèvres, un département moi, qui me parle bien parce que j'ai grandi à Mauléon. Donc c'est pas très loin, c'est dans le nord. Donc bienvenue Jérémy. Et Vincent Hudelot, tu es ébéniste designer. Tu as fondé avec Magali Voirin, qui est peut-être présente, là, je ne sais pas, qui va arriver. Alors la marque Muage, donc c'est une marque nantaise de mobilier d'assises artisanale et personnalisable, made in France. Tu nous expliqueras l'origine de tout cela. Bienvenue Vincent. Alors je voudrais que vous vous présentiez bien sûr à votre manière. Et en même temps, je voulais vous poser une question commune. Est-ce que vous pouvez nous dire chacun si vous vous considérez designer, entrepreneur, artisan, d'où vous venez et quel est votre lien à l'univers artisanal précisément? Eh bien, bon, ça marche, oui. Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci Amaury pour nous avoir invités et pour la présentation. Je vais tout de suite répondre à ta question. Moi, je me considère plutôt comme un artisan.
Tout simplement parce que je considère qu'un artisan doit faire sa part de design dans tous les cas, peu importe l'artisanat qu'il réalise. Et j'ai oublié le reste de ta question. Voilà, alors, est-ce que tu te considères donc entrepreneur, artisan ou designer? Et puis, d'où viens-tu et quel est ton lien avec l'artisanat Oui, précisément? d'accord, ok. Moi, je viens de Normandie à la base. J'ai fait une formation audiovisuel voilà, quand j'étais jeune, après le bac, et je me suis réorienté vers l'ébénisterie assez rapidement parce que voilà, je voulais faire un travail un peu plus manuel et un peu plus réfléchi en termes de créativité. Voilà, j'aimais beaucoup dessiner et créer des choses. Euh, Pourquoi le bois? Parce qu'à la base, je voulais être luthier aussi, donc j'aimais la musique et je voulais allier les deux. Donc la lutherie m'a plu, je suis parti en ébénisterie et finalement créer du mobilier et créer de l'agencement intérieur pour les habitats, voilà, ça m'a bien plu. Et voilà, j'ai été happé par tout ce domaine du bois et de l'artisanat et de la création. Et voilà, j'aime bien évoluer dans cet univers et faire évoluer aussi un peu notre métier et voir jusqu'où on peut aller, notamment dans les réflexions qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui en termes de design, d'éco-responsabilité, de gestion d'entreprise, gestion des déchets, etc., etc. Ok, merci Vincent. On reviendra peut-être sur Muage après tout à l'heure. Donc, moi, c'est Florence. Pareil, je remercie Amaury pour l'organisation de cette table ronde et puis à vous pour votre présence. Moi, je me qualifie comme designer textile lainière. Lainière parce que pour moi, la partie artisanat rentre dans cette appellation-là. Et en fait, quand on dit designer textile, les gens ne comprennent pas trop. Enfin, c'est un peu vaste. Et en fait, j'ai fait une formation de designer, donc j'aime bien quand même garder cette appellation-là. Et lainière, ça permet voilà, de situer plus dans quel type de matériaux je me place. Et moi, je suis dans le textile depuis que j'ai 8 ans. Donc ça fait 20 ans que je travaille ce matériau souple. C'est vraiment, j'ai un peu guidé toutes mes études vers cette pratique-là. Et donc voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui en faire mon métier. Et oui, vas-y, tu as une question? Je vais te laisser finir, mais du coup, pourquoi 8 ans? Enfin, à 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? À 8 ans, j'avais mon amie d'enfance. Sa maman avait un très grand atelier de couture chez elle. Et je passais tout mon temps chez cette copine. Et j'étais passionnée par l'atelier de sa maman. Et elle faisait beaucoup de couture. Et j'étais fascinée de la façon dont elle pouvait passer de la 2D à la 3D en faisant des vêtements. Et donc, je suis d'abord tombée dans la couture. Donc, j'ai demandé à ma maman une machine à coudre. Et je couds depuis que j'ai 8 ans. Et j'ai toujours dit que je voulais travailler dans le textile depuis ce moment-là. Voilà. Et je suis tombée dans la laine quand j'étais du coup à l'école, à la IR. Parce que. Haute école d'art du Rhin. Ouais, la Haute École des Arts du Rhin, pardon, en Alsace. Parce que quand j'ai commencé cette formation, je me suis un peu questionnée sur l'avenir de l'industrie textile, qui est une des industries la plus polluantes au monde, et quelle est la place du designer là-dedans. Et j'avais envie de trouver une matière plus responsable, qui avait plus de sens que juste le matériau synthétique, le coton, etc. Et j'ai fait un stage en fait chez une feutrière, et c'est là que j'ai découvert d'abord la technique du feutre. Puis après, du coup, je me suis vraiment intéressée à la fibre de laine en elle-même. Et coup de cœur, coup de foudre pour la matière, la fibre. Donc voilà, ça fait 7 ans maintenant que je travaille cette matière-là. Et la dernière question, je ne sais plus ce que c'était. Non, du coup, ton lien avec l'artisanat, mais du coup tu te considères plutôt designer que artisane? Bah, les deux. Enfin, si je pouvais dire les trois, je dirais designer, artisan, lainière, mais c'est très long. Mais ouais, je me qualifie comme les trois. Ok, merci. Et deux micros. Ouais. Bon, merci également, Amaury, puis merci pour votre présence. Moi, je pense que je me considère plutôt comme designer ou concepteur, même si j'entretiens pas mal de relations avec la fabrication, puis dans le cadre artisanal, par notre fabrication de mobilier. Je pense que ça vient du fait que j'arrive de l'architecture et c'est par là que j'ai petit à petit pris le pli sur
sur le mobilier, puis j'y suis venu, quoi. Du coup, en fait, ça s'est fait progressivement. Petit à petit, dans les projets, j'incluais de plus en plus de conception de mobilier, puis j'allais un peu plus loin dans le détail, et notamment avec la question du matériau bois, qui a petit à petit pris vraiment l'essentiel de mon approche au niveau conception. Et puis, parallèlement, un peu dans mon cursus, j'ai toujours un petit peu fabriqué, y compris avec mon père dans le garage. On a toujours fabriqué des mobiliers ou des portes ou des éléments. Donc, j'ai toujours été un petit peu là-dedans. Et également, je pense que c'est un peu à des souvenirs d'enfance, très en lien avec la cabane, parce qu'on a habité près des bois. Donc, j'ai toujours fait dans mon enfance des cabanes. Et du coup, y compris dans ma pratique archi, en fait, j'aimais bien rapidement avoir un résultat. Donc, je m'étais plutôt dirigé vers la Céno, des choses qui se fabriquent rapidement et avec lesquelles on est proche au niveau de la conception, c'est-à-dire être un peu de la conception dans l'atelier, quoi. Donc finalement, mon rôle aujourd'hui chez Sandetour, c'est ça. Je suis un peu le concepteur dans l'atelier, où je vais traîner un petit peu. Parfois, je ramasse un peu les pièces et puis j'aide à l'atelier, mais plutôt en aidant et en étant là plutôt pour dessiner des pièces et en étant bien au courant du matériau et des contraintes qu'on peut rencontrer lors de la fabrication. Voilà. Donc, Ok. maintenant, j'ai complètement arrêté la partie archi que j'ai maintenue pendant un certain temps en parallèle parce que déjà, j'avais un petit peu du mal, je pense, à m'imaginer autrement qu'en archi. Et puis petit à petit, notre activité de Sans Détour, ça a pris le dessus et donc progressivement, j'ai arrêté. Donc là, je viens de fermer mon entreprise d'archi et je suis complètement sur le projet Sans Détour. Bah justement, peut-être Jérémy, par rapport à ton lien à l'entrepreneuriat, j'aimerais bien un mot là-dessus. Que tu parles peut-être de Sans Détour, de l'évolution de Sans Détour, où ça en est. À quel moment devient-on une PME? Est-ce que Sans Détour est une PME d'ailleurs? Enfin, c'est comment tu l'as défini. Et puis le fait de grossir ainsi, parce qu'il y a une évolution en effectif. Est-ce que monter en échelle permet aussi ainsi de rester aligné à la démarche de base qui est le réemploi? Est-ce que voilà. Donc actuellement, on est 8. Mais comme je disais, en fait, pendant assez longtemps, donc, le gérant, c'est Benjamin Verger, donc, mon associé qui est menuisier. Pendant assez longtemps, on a été 2 à travailler sur des projets un peu sur mesure ou des œuvres d'art ou des 1% ou des choses comme ça. Ouais, donc un créatif et un fabricant. Ouais, Enfin, c'est ça. C'est un peu notre rencontre qui a créé, je pense, l'esprit Sans Détour, le fait qu'on se rapproche l'un vers l'autre, enfin le métier de l'un et de l'autre. Et pendant assez longtemps, c'est resté balbutiant, entre guillemets, et aussi parce que nous, on voulait vraiment avoir fait le tour des questions qui se posaient à nous, en termes, est-ce qu'on est capable, sans être aidé, entre guillemets, de faire vivre ce modèle-là avant d'aller aller plus loin, quoi. Et puis, donc, petit à petit, mais c'est aussi parce que on a monté ça il y a 10 ans, donc je pense à l'époque, le réemploi, on en parlait un petit peu. ouais, c'était Maintenant, balbutiant. vraiment, tout le monde, c'est dans les appels d'offres, etc. Donc là, on en est à ce nouveau cap où il y a des projets un peu d'envergure qui font appel au réemploi. Et vu qu'on existe depuis un moment, on s'est dit que ça faisait partie de notre mission de ne pas rester artisanaux, mais de pouvoir basculer progressivement dans une petite industrie, en fait, tout en essayant de garder nos valeurs, justement, de continuer à faire du sur-mesure, de continuer à injecter de la créativité, parce qu'on pense qu'on a un rôle à jouer pour inventer des nouvelles formes qui peuvent être après déclinées. Mais on a essayé de garder cet état d'esprit, donc en grossissant petit à petit, justement, Oui. progressivement. Une personne vient et puis comprend exactement comment on travaille, et après on est capable de travailler à plusieurs. Donc à chaque fois, en fait, il y a une sorte de personne un peu référente qui fait travailler une autre personne, un peu comme un artisan qui fait travailler son apprenti, quoi. En fait, Ouais, bien sûr. on reste sur ce modèle-là dans la transmission. Du coup, il y a une sorte de process du réemploi qui se met en place. Oui, carrément. Ouais. Et on pourra y revenir. Ouais, qu'on a affiné petit à petit, justement, projet après projet, parce que c'est pas les mêmes réflexes habituels qu'on a en fabrication ou en conception. Et donc ça, on a fait pas mal d'allers-retours entre fabrication et conception pour... Ouais, super intéressant. C'est vraiment vers là où le réemploi doit se diriger finalement pour devenir
une certaine norme, quoi. Bah, on pense qu'effectivement, ça ne se fait pas exactement. On ne peut pas calquer le modèle habituel de conception-fabrication et injecter du réemploi. Je pense que ça, il y a besoin de remettre en question nos modes de faire, quoi. Ouais. Et du coup, ça me fait rebondir sur Vincent, peut-être plus par rapport à Muage. Comment est-ce que vous oscillez parce que du coup, Magali est également artisane, plutôt tapissière. Du coup, tu es ébéniste. Et comment est-ce que vous oscillez avec Muage entre vos activités d'éditeur, du coup, tu pourras en toucher deux mots de ce qui est Muage, et vos activités d'artisan. Est-ce que c'est cadré ou variable selon les périodes et les projets? Oui, pour expliquer tout ça, déjà, il faut expliquer un peu la genèse de Muage. Donc, moi, je suis ébéniste, donc j'ai mon activité d'ébénisterie, on va dire plutôt classique, de création de mobilier, création d'agencement intérieur. Et donc, ma collègue Magali Voirin, qui vient d'arriver, qui est dans la salle, elle a son activité de tapisserie décoratrice, voilà, aussi classique, donc restauration de fauteuils, etc., etc. Pour la petite histoire, nos deux ateliers en fait font partie d'un grand atelier partagé qui se trouve à la Beaujoire, à Nantes, là, pas très loin. Et donc on s'est rencontrés comme ça. Nos ateliers étaient voisins. Et au fur et à mesure du temps, voilà, c'est arrivé que Magali me demande des projets de création de mobilier ou de réfection de mobilier, voilà, pour ses projets à elle, et parfois inversement. Et un jour, Magali a eu une cliente qui est venue la voir en disant j'aimerais bien faire un canapé fait par des artisans locaux à un prix raisonnable. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, l'artisanat a un certain coût. Et donc voilà, le challenge, c'était de créer un canapé fait par deux artisans locaux avec des bois locaux et dans un prix assez correct. Donc on a réussi à faire ce canapé et la cliente était ravie et l'idée de Muage est née comme ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer des meubles faits par deux artisans locaux à des prix corrects avec un sourcing des matières bien réfléchies, locales, un maximum made in France. Et donc on a créé Muage, voilà, on a déposé la marque, on a commencé à créer toute une gamme de mobilier d'assises, donc une chaise, une chauffeuse, un canapé, on a un petit pouf aussi, et le tout personnalisable, c'est-à-dire qu'on crée, on a un choix de bois différent, de bois locaux et de tissus, voilà, et le tout est configurable en ligne et nous on fabrique à la commande. Donc l'idée principale de Muage aussi, c'était ça, de ne pas produire inutilement des meubles sans client derrière et du coup pas générer du mobilier qui doit être stocké quelque part, qui ne sera pas forcément vendu. Donc l'idée de Muage de base, c'était ça. Pour en revenir à ta question, qui était comment on arrive à concilier nos activités et Muage, eh ben, c'est encore un problème, voilà, clairement. Muage est assez récent, c'est-à-dire que ça date d'il y a 4 ans. Et avec Magali, on est toujours en train de travailler pour Muage, mais aussi à côté d'avoir nos activités propres. Donc moi, je fais toujours de la création de mobilier pour des clients et aussi de l'agencement. Et Magali fait aussi voilà, son activité de tapisserie à côté. Voilà. Et est-ce qu'à terme, dans l'idéal, dans un monde idéal, est-ce que vous voudriez n'avoir que la maison d'édition et travailler pour, ou est-ce que c'est bien cette espèce de double casquette Non, dans l'idéal, en tout cas pour moi, pour nous, c'est de développer Muage et d'avoir uniquement cette activité-là. Tout simplement parce qu'à côté, mon activité d'aménagement intérieur, voilà, commence à me poser des questions. Voilà, quand on fabrique des cuisines en mélaminé ou en aggloméré, etc., et on voit la quantité de déchets qu'on peut produire aussi pour créer une cuisine et les matériaux qu'on utilise à l'atelier, quand on voit les déchets que ça produit et à la fois pour la santé aussi. Enfin voilà, il y a des problématiques liées à ça dans notre métier. Donc l'idée quand même est de développer Muage et moi de mon côté arrêter complètement l'agencement et la production de produits de ce type, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est en cours. C'est en cours.
Mais ça prend un peu de temps, comme le disait tout à l'heure. On est encore assez récent et ça prend un certain temps avant de pouvoir se développer, pouvoir accueillir 8 personnes peut-être dans l'atelier un jour et avoir une production un peu plus importante. Voilà, pourquoi. Ouais, tout à fait. De toute façon, c'est toujours l'histoire du temps. D'ailleurs, un ami m'a dit, je ne dis plus, je n'ai pas le temps. Maintenant, je dis, ce n'est pas ma priorité. Donc, c'est une histoire Oui. de priorité. Qu'est-ce qu'on passe avant et voilà. Et du coup, je vais rebondir, Florence, parce que là, vous êtes deux et voilà, il faut gérer. Et c'est pas toujours simple. Et je me demande, Florence, toi, comment tu fais, puisque tu cumules les casquettes. Enfin, tu dis, je suis designer, artisane, lainière. Tu postules à des résidences. Et je sais plus quel était ma question précise, mais c'est ce que je voulais te demander, c'est comment assures-tu toutes tes facettes pour rendre viable ton activité? Comment tu fais tes choix? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît aujourd'hui et que tu veux faire perdurer d'être seul parce qu'il y a une certaine liberté aussi? Ou est-ce que tu aimerais, à l'exemple des entreprises ici présentes, te développer, voilà. Donc en effet, j'ai plusieurs casquettes. Peut-être je peux les énumérer comme ça, c'est peut-être un peu plus concret. Tu as dû les amener. Donc ma casquette principale, c'est lainière, et dans cette casquette-là, j'en ai plusieurs autres. Donc je donne des cours dans les écoles d'art et design à l'échelle de la France, donc sous forme de workshop en fait. Donc c'est une semaine intensive où les étudiants travaillent sur des thématiques. J'interviens aussi dans les écoles primaires, donc ça c'est très important pour moi de faire de la transmission auprès du jeune public. Donc voilà, je suis en convention en fait avec la ville de Vannes et j'interviens toute l'année dans les écoles. Donc ça c'est la casquette plutôt de transmission. Ensuite, en effet, comme le disait Amaury, je postule à des résidences dans des centres d'art. Donc là justement, je reviens d'une résidence de la semaine dernière. C'était où ? C'était au Centre international d'art et du paysage, sur une île en plein milieu de la France, l'île de Vassivière, à cheval sur la Creuse et la Haute-Vienne. Donc c'est carrément paumé, mais c'est magnifique. Donc je vous invite à y aller. Et donc c'était une résidence très intéressante sur le paysage et le bien commun, des thématiques qui font réfléchir. Et en effet, c'est des moments de création très intenses où en fait, c'est des appels à candidature, on postule et les artistes sont accueillis, donc on est défrayé, on est logé, on est payé pour créer. Donc c'est quand même un contexte qui est assez incroyable. Et en général, ça débouche sur des expositions. Et donc moi, j'aime bien faire ça parce que c'est des moments très privilégiés. On est vraiment, pendant plusieurs semaines, focus sur un objectif, donc qui est de la création. On est quand même rémunéré, donc ça, on a une forme de stabilité pendant plusieurs semaines. Et surtout, ça fait beaucoup de réseaux. Enfin, grâce à ces résidences-là, moi, j'ai la chance de pouvoir déployer un réseau artistique qui est assez chouette. Et ça me permet, après, ça fait boule de neige, quoi. Une relation en amène une autre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Amaury, donc c'est quand même cool. Et ma dernière casquette, donc, c'est la conception et fabrication de pièces uniques d'ameublement en laine, donc locale quand je peux et française sinon. Et donc, concrètement, ce sont des tapis ou du petit mobilier dans lesquels je souhaite vraiment mettre en avant les origines de la laine, qui sont l'éleveur ou les éleveuses de brebis. Donc, parler de ces métiers-là dont on ne parle jamais et donc arriver à vraiment les intégrer dans les projets. Et voilà. C'est en lien avec comment ça s'appelle, le groupement national autour de la laine ? Tricolore. Oui. En fait, il y a plein d'initiatives autour de la laine française actuellement. Tricolore en fait partie. C'est un genre de collectif qui est mené par Pascal Gautran, que je connais très bien, qui essaie en fait de dynamiser la filière, mais plutôt sur le luxe, enfin en tout cas l'artisanat vraiment, enfin plus des marques de luxe, quoi. Et en fait d'associer des marques avec des éleveurs et de créer des espèces de partenariats sur la longue durée pour que par exemple des marques n'utilisent plus de la laine néo-zélandaise mais plutôt française. Enfin, voilà. Non, je ne suis pas très affiliée à eux. Okay. Et donc pour répondre à ta question, j'adore avoir plein de casquettes parce que du coup je ne m'ennuie pas. Et comment tu fais du coup ? Mon calendrier en gros s'organise 1 an à l'avance.
Ok. Donc là, je sais déjà comment va se passer 2025 pour Ah moi. oui, d'accord. Ouais. C'est assez rare, hein. Moi, personnellement, je ne sais pas. Après, ça s'ajuste. Enfin, il y a des choses qui se rajoutent, mais moi, j'aime bien parce que du coup, déjà financièrement, je sais où je vais. Ça me permet vraiment d'organiser financièrement mon année. Et j'aime bien parce que, en fait, une activité en nourrit une autre. C'est-à-dire que toutes les activités de transmission permettent de me dégager un salaire qui me permet en fait de pouvoir avoir du temps et de l'argent pour nourrir la partie création, qui ramène après de l'argent plus tard, mais pour nourrir. Enfin, en fait, ça s'alimente. J'ai réussi à créer un espèce de cercle, voilà, vertueux. Enfin, je sais pas comment Donc ça dire, te va mais- de gérer ça Ouais. seul et tu te vois pas autrement. Pour l'instant, tu te vois bien empiler les briques comme ça et puis prévoir. Ouais, après, ça fait pas très longtemps que je suis sortie de l'école, donc tout ça, c'est un peu nouveau. J'ai été diplômée il y a 3 ans, donc c'est assez frais. Et en fait, quand je suis sortie de l'école, j'étais en temps partiel dans une entreprise qui travaille la laine aussi. Donc j'étais salariée. En même temps, je montais mon entreprise. Donc ça m'a permis de sereinement monter mon entreprise. Ensuite, la balance est déséquilibrée. Donc je suis passée 100% à mon compte. Ça fait 2 ans. Donc c'est vraiment tout récent. Tu peux nous parler de ce lieu à Vannes dans Du lequel tu travailles? Bref. Ouais. Ouais. Mon atelier, donc, il est au Bref. Donc c'est une ruche artistique qui est sur le port de Vannes, dans un gros bâtiment. Au rez-de-chaussée, il y a un bar associatif. Et dans les étages, c'est plein de petites cellules où il y a plein d'artistes. On est 30 artistes. Et c'est génial. Et en fait, c'est des résidences temporaires. Donc, en fait, on reste en général 1 an et demi, à l'issue de quoi on organise une exposition de notre travail. Donc, actuellement, j'expose mon travail au Bref. Vous pouvez venir voir jusqu'au 22 décembre. Et en fait, c'est génial parce que ça donne l'opportunité à des artistes d'avoir un atelier gratuitement pendant une assez longue durée. 1 an et demi, c'est quand même cool. Et ça permet en fait de vraiment propulser le lancement de nos entreprises des uns et des autres. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Top, top, top. Jérémy, est-ce que tu pourrais nous parler éventuellement de Sans Détour qui s'exporte, enfin pas qui s'exporte, mais qui se diversifie ou qui rayonne en région lyonnaise? Et ça me fait penser au fait aussi, parce que du coup on passe de Florence qui gère toute seule son année 2025, enfin tout seul avec des guillemets, et du coup Sans Détour vous êtes donc 8. Tu vas nous expliquer ce qui se passe à Lyon, et du coup il y a 8 personnes, donc il y a des relations humaines, il y a du social à gérer, de la hiérarchie peut-être, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Donc je me pose cette question de la cohésion d'équipe, et est-ce que ça prend une grande place quand on grossit, avec des guillemets encore, hein, quand il y a plus de gens autour de la table, quoi. Pour la première partie, là, la question de s'exporter, entre guillemets. Oui. Ouais. Donc initialement, on a commencé Multinationale. à expérimenter vraiment très localement sur des choses, notamment avec le voyage à Nantes, qui nous a donné une première occasion de créer des mobiliers. Puis on a été un peu repéré comme en capacité de fabriquer des mobiliers d'extérieur en bois d'anciennes fenêtres et qui duraient. Donc ça a redonné pas mal d'autres projets. Suite à quoi on a petit à petit, un peu comme vous peut-être, mis en place une sorte de ligne de mobilier s'appuyant sur les cas uniques en fait, qu'on nous avait demandé, qui sont devenus des modèles. Tout ça s'est mis en place progressivement. Au début, on avait des stocks de fenêtres parce que le père de mon associé était fabricant de fenêtres. Okay. Benjamin, mon associé, donc, a eu une activité de pose de fenêtres. Donc, toutes les fenêtres déposées avaient été stockées dans l'idée que c'était dommage de les jeter. Donc, on a commencé sur ces stocks-là. Et puis, quelques années après, localement, autour de Bressuire, donc dans le bocage Bressuirais, quoi, il y a une entreprise à but d'emploi qui s'appelle Lesiam qui s'est mis à faire du démantèlement. Donc, c'est Et c'est à Mauléon d'ailleurs, non? À Mauléon, ouais. Il y a eu un documentaire de Marie-Monique Robin là-dessus. Ouais, tout à fait. Et du coup, donc c'est dans le cadre expérimentation zéro chômeur, plutôt que de subventionner des gens qui sont en fin de droit de chômage, c'est de leur proposer un emploi digne. Et du coup, ces personnes-là font du démantèlement des anciennes fenêtres, séparent le verre qui repart chez Saint-Gobain, le métal en filière classique, et puis le bois en fait qui est leur déchet après leur activité, mais qui est
bien séparé du reste, ils nous l'envoient. Et du coup, c'est comme ça que notre activité a perduré, en fait, et localement, en fait, sur des ressources locales, entre guillemets. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, en fait, c'est une toute petite partie, c'est 1/1000 du volume français. Donc, c'est 6 millions de fenêtres par an qui sont déposées en France, bois. Et nous, on en utilise 50 tonnes de bois. Et en tout, il y en a 50 000 tonnes. Ah oui. Et Ouais, donc, ça, on a le tout temps, le quoi. reste, en fait, 98% des fenêtres, elles sont juste enfouies et il n'y en a pas de valorisation qui en est faite. Alors, petit à petit, il y a de la valorisation énergétique et très peu sous forme de panneaux d'agglomérés. Mais on s'est dit, donc, ce qu'on a fait là, localement, on va pas devenir les sans détours qui captent des ressources de partout en France dans cette fenêtre. C'est plus logique qu'on propose tout ce travail qu'on a fait pendant 10 ans, d'accompagner d'autres personnes qui feraient la même chose ailleurs, en leur faisant gagner un peu de temps, puis nous, en rentabilisant un peu le temps d'expérimentation qu'on a passé dessus. Donc c'est comme ça que c'est mis en place petit à petit. Donc suite à notre rencontre avec Fabrice Poncet, qui est à Lyon. Que je connais bien d'ailleurs. Voilà. Donc la fabrique qui se sont dit, bah, nous on ferait bien aussi un petit peu comme vous. Donc on a commencé à expérimenter entre les deux entreprises. Est-ce qu'on pourrait pas faire un sans détour Lyon qui cède des modèles qu'on a dessinés et des ajustements sur la fabrication qui nous permettent de fabriquer avec ce bois dans cette fenêtre, leur faire gagner du temps et sous la forme d'une délégation d'usage de la marque, eux se mettraient à héberger une sorte de sans détour Lyon. C'est-à-dire une délégation d'usage de la marque, ça correspond à quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une rémunération qui correspond à l'usage du nom sans détour. Donc tout ce qu'ils vont produire à partir d'anciennes fenêtres va s'appeler sans détour. Et nous, on touche une rémunération pourcentage d'un pour porteur cela. d'affaires, entre guillemets. C'est un peu comme un Ouais. pourcentage de porteur d'affaires. Ok. Et après, il y a une autre convention qui fait que quand ils utilisent des modèles qui ont déjà été dessinés par nous, bah, c'est pareil, qui ont été ajustés avec la fabrication. Il y a aussi une rémunération qui est convenue. Ok. Et après, bon, par contre, la manière dont ça se développe localement, ça va peut-être pas être exactement calqué sur nous, parce qu'il y a des contextes qui sont un peu différents. Les bois ne sont pas forcément collectés de la même manière ou démantelés de la même manière. Mais en tout cas, donc l'idée, c'était on s'est dit à un moment donné, il ne faut pas qu'on reste justement trop dans notre coin à faire des petites pièces uniques qui n'ont pas d'impact au niveau des volumes. On ne va pas devenir une multinationale du réemploi non plus, mais par contre, d'essaimer et d'être plusieurs à faire ça localement avec une considération locale, on a peut-être un rôle à jouer là-dedans. Alors on a du mal à y passer le temps qu'il faudrait, parce qu'en fait il y en a plein, il y en a au moins peut-être 20 des couples comme ça de menuisiers plus démantèlement qui pourraient exister. Et bon, mais on pense qu'il faut aller progressivement vers là, donc on essaie de décrocher une partie de notre temps pour s'en charger. Ouais, super. Ça me fait penser au fonctionnement de Openland qui n'est pas du tout dans le même domaine, mais ils essaiment comme ça différents. Ils sont à Nantes et ils font du. Je ne vais pas dire de bêtises, mais de la transition écologique au sein des entreprises. Et du coup, il y a un peu un fonctionnement similaire, il me semble, mais voilà. En tout cas, très inspirant. Très inspirant. Nombre de personnes. Oui, voilà, c'est ça. C'est là-dessus que je voulais rebondir. Effectivement, merci. Sur le côté social, quoi, le côté humain, le PFH, le putain de facteur humain. Comment ça se gère? Bah ça, bon, c'est quand même assez nouveau pour nous, le fait, parce qu'il y a quand même un petit saut qui a été fait avec les. En fait, on a des demandes qui sont vraiment beaucoup plus grosses qu'avant. Et on s'est dit, c'est pareil, il faut qu'on y réponde. Donc, on a pris un peu de risque en embauchant du monde. Alors, là-dedans, il y a 3 personnes qui sont en alternance, 2 en menuisier alternant à l'entreprise. Et Anwen, qui est présente ici, qui est en alternance design espace à Livette et qui travaille avec moi plutôt sur la partie conception. Mais donc c'est quand même un peu nouveau d'avoir autant de personnes. Donc, c'est encore en train de s'ajuster. Vous prenez un temps précis dans la semaine où vous prenez il y a des temps qui sont dédiés à ça, à la cohésion. Oui, bah alors on a plusieurs rythmes parce que déjà il y a les alternants sont pas là à 50% du temps, donc tout le monde est franchement pas toujours là au même moment. Moi, il y a une fois toutes les 2 semaines où je vais là-bas 3 jours, donc on en profite pour faire des points tous ensemble, mais honnêtement pas autant qu'on devrait le faire. Et en fait,
l'esprit, c'est un petit peu que progressivement, les personnes qui arrivent soient petit à petit responsabilisées sur leurs tâches et la charge mentale qu'ils ont à gérer, et puissent un peu au maximum s'auto-gérer sur une tâche qui leur est affectée, sur une sorte de sous-projet, en fait, dans l'idée qu'on n'ait pas sans arrêt besoin d'en référer à la personne au-dessus, mais que chacun puisse avoir quand même pas mal de marge de manœuvre sur ce qu'il peut entreprendre tout seul. Donc que ce soit sur la partie conception, mais sur la partie fabrication aussi. Vous êtes en SARL, hein? On est en SARL, ouais. Okay. Mais c'est des points qu'on doit encore pas mal travailler pour être meilleur sur ces questions humaines. Ouais, je pense que c'est des vraies questions. Puis c'est intéressant de savoir voilà, où chacun en est aujourd'hui dans l'évolution. Et on a parlé de l'enfouissement, qui est quelque chose qui est assez peu évoqué en fait. Moi, quand j'ai appris cette réalité-là, ça m'a assez marqué et j'y pense beaucoup à chaque fois en différentes conceptions. Et du coup Vincent, on a collaboré avec Muage sur cette question de l'enfouissement. Et ça me fait penser à cette question que j'avais pour toi, c'est pourquoi finalement avoir créé une marque de plus? Pourquoi créer une marque de plus? Alors effectivement, on a travaillé ensemble sur une chaise type Transat qui s'appelle Guildo. Et l'idée de cette chaise, c'est aussi l'idée de pourquoi avoir créé une marque de plus. C'est-à-dire, via notre entreprise, via les produits qu'on propose, montrer qu'on peut les faire différemment. C'est-à-dire qu'une chaise, il y en a des milliards, et de montrer une certaine façon de la fabriquer et une certaine façon de la concevoir, une certaine façon de la penser pour qu'elle devienne un objet de réflexion presque politique. C'est-à-dire de se dire « Ah oui, ils ont fait une chaise comme ça », parce que derrière, il y a toute une réflexion de sourcing des matières, comment on la fabrique, qu'est-ce qu'elle raconte. Et c'est un peu le projet qu'on a eu avec Amaury, donc, qui est cette chaise où on utilise effectivement de la bâche de PLV, donc tout ce qui est kakémono, etc. Une entreprise, tu veux rajouter quelque chose? Je voulais juste dire une bâche qui est enfouie, des chutes de bâches qui sont enfouies à hauteur de 80 tonnes par an. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et cette bâche-là, en fait, est totalement réutilisable pour du mobilier d'extérieur, par exemple. Et Magali, ma collègue tapissier, peut très bien confectionner des choses avec. Donc, l'idée de cette chaise, c'était de travailler sur des matériaux qui sont recyclables par leur fait et d'éviter un enfouissement dans notre région. Le bois aussi a été travaillé dans ce sens, c'est-à-dire qu'on a utilisé du bois, alors c'est pas de la fenêtre, mais on est sur les mêmes essences. On appelle ça des épingles ou des aiguillettes, c'est des petits morceaux de bois qu'on met entre les grandes planches de bois de scierie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des grosses grumes de bois séchées, il y a plein de petits bois entre ces planches-là. Et ça, on le réutilise pour refaire du mobilier avec. Ça pose d'autres questions de fabrication, c'est-à-dire que ça a un coût de fabrication supplémentaire, c'est-à-dire qu'on doit reprendre le bois, le retravailler. Je pense que vous avez un peu le même souci. Et c'est pas juste un morceau de bois qu'on prend, qu'on débite et puis qu'on utilise juste après. Là, il faut le reconditionner, entre guillemets. Donc, ça pose des questions sur comment retravailler cette matière et jusqu'où on va. C'est-à-dire, est-ce qu'on la rend visible ou pas, cette modification? Est-ce qu'on veut modifier le bois jusqu'à ce qu'il soit nickel comme un bois neuf, ou au contraire le rendre visible et se dire ça c'est du bois recyclé, ça se voit quoi. Et c'est en ça où créer une marque, comme tu le disais, c'est aussi politique, c'est-à-dire que c'est des choix qu'on fait, des choix éthiques, de se dire bah moi ma chaise elle est comme ça parce que derrière c'est du bois réutilisé et je veux que ça se voit et je veux qu'on le montre. Voilà. Est-ce que ça t'apporte quelque chose d'avoir une formation de design aussi, d'être à la fois artisan et designer? Est-ce que tu le sens dans ta pratique? Ouais, complètement. Et on parlait des casquettes tout à l'heure, donc effectivement, il y en a. On en a plusieurs avec Magali. On est obligé aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais derrière, il y a aussi toute la comptabilité, communication, etc. qui rentre en jeu. Et la commercialisation. C'est un sacré morceau et qui demande énormément de temps. Donc, vous imaginez bien qu'à deux, ça prend du temps de faire tout ça. Donc, voilà, la timeline s'allonge au fur et à mesure des casquettes.
Et oui, avoir une formation d'ébéniste et de designer, c'est hyper important. Dans la présentation qu'on a fait au début, je me considérais quand même plus comme artisan de base parce que je considère qu'un artisan est obligé de faire du design. C'est-à-dire que quand on conçoit un meuble, même pour un client, on est obligé de le dessiner à un moment donné. On est obligé de réfléchir à quel matériau on va utiliser. On est obligé de se dire ce meuble-là, il va aller où, il va faire quoi et qu'est-ce qu'on va en faire même plus tard. Et en ça, on commence déjà à être dans une démarche de designer. Et dans cette dimension-là, j'ai effectivement les deux casquettes. Et avoir une formation un peu supplémentaire dans le design m'apporte aussi voilà, quelques notions sur d'autres matériaux. On aime bien collaborer avec Muage, donc on a fait une collaboration avec Amaury. Et ça apporte encore d'autres choses et de travailler avec d'autres designers, d'autres personnes qui peuvent travailler par exemple la laine ou voilà, d'autres matériaux. Avoir un minimum de réflexion sur le design, comment toutes ces matières peuvent s'imbriquer entre elles, comment on les utilise, comment elles sont produites, etc. C'est indispensable dans la production de produits en général. Là, on parle de mobilier, mais ça peut aller plus loin, quoi. Ok. Avant de passer, on va peut-être vous faire participer. J'ai vraiment, je suis curieux de recevoir vos questions, enfin, que les invités reçoivent vos questions. J'ai juste une dernière question collective. Comment est-ce que vous imaginez, ce qu'on parlait de commercialisation, comment est-ce que vous imaginez une réalité commerciale dans un monde si instable finalement? Est-ce qu'on peut imaginer une pérennité dans les oscillations du monde actuel? Et est-ce que vous pensez à vous diversifier ou à optimiser? C'est-à-dire, ce qui existe, on l'optimise, ou on se dit, ah non, on va se diversifier, on va essayer plein d'autres petits trucs pour pouvoir être résilient. Une question assez complexe. Hein. Ouais, c'est une question assez complexe. Au vu de l'économie actuelle aussi, voilà, en ce moment, il se passe pas mal de choses, notamment à Nantes, voilà, en ce moment même. Sur la question de la commercialisation et la diversification, je pense en tout cas avec Muage, on est toujours dans cette réflexion d'essayer d'aller toujours plus loin. Parce que l'idée de base de Muage, voilà, c'était de créer du mobilier. Donc on a fait avec nos matériaux propres, voilà, au départ, on a créé notre gamme comme ça. Après, l'idée, c'est de la faire développer dans notre sourcing. Voilà, notamment tout ce qui est tapisserie, textile, mousse, etc. Ça peut poser des problèmes. Aussi au niveau du bois, voilà, où est-ce qu'on va le sourcer, etc. Et dans la confection de nos produits, comment on les fait? Alors, on les fait en ce moment avec des partenariats et on se développe via des partenaires qui nous apportent aussi des idées. On n'est pas créateur d'idées en permanence non plus. Donc, c'est bien aussi de travailler avec d'autres personnes extérieures qui nous apportent d'autres idées et de pouvoir avancer comme ça avec la collectivité, voilà, des gens qui nous entourent dans notre secteur d'activité, quoi. Ok. Florence, peut-être. Je dirais que la force de nos métiers, je pense, c'est l'adaptabilité. On s'adapte. La robustesse. Ouais, on s'adapte. On apprend à s'adapter à différents contextes. Et c'est là où moi, je m'y retrouve dans mes multiples casquettes. C'est que quand il y a une période de crise compliquée, je sais que je peux compter sur mes autres activités pour garder le cap et vraiment avoir une marge de manœuvre assez large. C'est pas toujours facile, mais pour le moment, ça fonctionne comme ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut cultiver, c'est avoir plusieurs cordes à son arc et arriver à exceller dans ces différentes choses pour justement continuer à pouvoir faire de l'artisanat, proposer des beaux projets, des objets qui ont du sens et arriver à transmettre aussi ces valeurs-là dans les cours qu'on donne aux étudiants. C'est aussi leur dire ne pourrait pas toujours compter sur les autres. Il faut aussi savoir faire beaucoup de choses soi-même et de ses 10 doigts. Donc, on est designer de formation, mais on fabrique aussi beaucoup soi-même à l'école. Et ça, je pense qu'il faut le garder parce que ça, c'est une force. Donc plutôt se diversifier, quoi, pour toi. Ouais, je pense que c'est la clé pour le monde à venir. Je vous invite à écouter Olivier Hamant là-dessus.
R-E-B-U-S-T-A-M-A-N-T, qui parle de la robustesse. C'est pour ça que je te disais. Et vraiment inspirant, cette notion de robustesse et d'agilité et de résilience. Et du coup, Jérémy? Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que d'avoir eu à réfléchir à comment on conçoit et comment on fabrique avec un matériau qui n'est pas comme d'habitude, ça nous a appris à devenir un peu, à s'adapter, à être résilient. Et finalement, maintenant, on se rend compte qu'on vient nous chercher pour ça. Parce qu'on sait que, quelle que soit la demande, on va être en capacité d'y répondre, de s'organiser de changer nos modes d'organisation et de fabrication. Et finalement, on n'est pas trop inquiet sur le fait qu'on continue à nous solliciter là-dessus. Et on voit bien que c'est de plus en plus. Et vu que le contexte nous demande de plus en plus de faire avec, on a commencé ça tôt et ça va juste aller en augmentant. Donc finalement, on est plutôt assez serein là-dessus. Nous, on avait quand même deux problématiques dans notre équation. C'est qu'on consomme de l'énergie en proportion avec ce qu'on fabrique. Parce qu'en fait, on a beaucoup de travail sur la matière. Oui. Donc on est très dépendant du coût, notamment électrique, pour faire tourner les machines. Et du coup, qu'on a eu des fluctuations du prix de l'électricité, en fait, ça a bien failli nous faire fermer. Heureusement, on était dans une comment ça s'appelle, quelque chose de collectif pour l'achat, une coopérative d'achat, donc on a pu un tout petit peu avoir certains prix et s'en sortir. Mais là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on prenne les devants. Donc là-dessus, on a décidé d'installer des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures, qu'on a des locaux assez grands. Alors c'est un peu lourd à mettre en place, etc., coûteux et un peu risqué aussi, mais on pense que ça peut nous assurer une autonomie, vraiment une robustesse. Et après, l'autre sujet, c'était un peu que vu qu'on a beaucoup de fabrication artisanale, encore beaucoup d'opérations de travail sur le matériau, on finit avec des coûts relativement chers, entre guillemets. Donc jusque-là, en fait, on se plaçait sur des objets un peu d'exception, pas prestigieux, mais en gros à forte valeur d'usage ou de représentation. Ouais, un peu iconique, quoi. Un peu iconique, ouais. C'est là-dessus qu'on arrivait à bien se placer. Mais on se dit que pour utiliser significativement et avoir une place significative dans l'utilisation de la matière, il faut qu'on passe à autre chose. Et là, du coup, on a plutôt misé sur les machines pour pouvoir progressivement semi-industrialiser. Et du coup, on avance un petit peu là-dessus, quoi. Donc semi-industrialiser le processus de réemploi. Ouais. C'est ça. Ouais, pour transformer le matériau. Et un petit peu comme tu le disais, mais nous, on a plutôt progressivement choisi de ne pas forcément affirmer ou de revendiquer la visibilité du réemploi, mais plutôt d'en tenir compte dans la fabrication. Donc il y a quand même un peu des spécificités. Mais le matériau, quand même, on le transforme en profondeur, c'est-à-dire qu'il ressemble... on a par contre plusieurs essences. Il y a des choses qui vont faire qu'on voit bien que ce n'est pas fait avec comme d'habitude. Mais finalement, on se rapproche, on arrive à faire des poutres, enfin, on fait des mobiliers un peu comme on ferait un... Oui. Ça n'a pas un côté revendicatif et on l'avait plus au début, je pense. Ouais. On faisait en sorte que la feuillure, ça se voit ou qu'il y ait des restes des vies précédentes. Maintenant, quand on peut un peu purger les défauts et avoir quelque chose de plus standard, homogène et un petit peu plus standard, on n'hésite pas à y aller parce qu'on pense que ça peut. C'est vrai que vous avez aussi, donc c'est certainement ta patte. Hein, enfin, vous avez aussi une esthétique développée assez intéressante. Je sais pas, moi, j'ai en tête cette répétition de lignes. Il y a dans les lignes de meubles, il y a aussi un vrai travail de design, quoi, qui est pas forcément lié au matériau, qui est lié au design en général. De dessin. C'est un petit peu lié au matériau parce qu'on a quand même plein de petits. C'est comme si on fabriquait avec des caplas, quoi. Donc on a plein de petits morceaux. Donc on s'est dit plutôt que de chercher à les masquer, on les révèle, on fait plein de morceaux qui sont les uns à côté des autres, ou bien en faisant les lamellés collés, ou bien en les laissant vivre aérés. Mais c'est vrai que du coup ça fait une architecture un peu ventilée, quoi. C'est top. Vas-y. En t'écoutant, j'y pensais. Je pense que ce qui fait aussi que on peut trouver une forme de robustesse, tu disais, d'adaptabilité, c'est aussi de créer du lien avec les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire que tu en parlais, Jérémy, tout à l'heure, vous travaillez avec cet organisme de démantèlement. Et justement, en fait, le fait d'aller chercher les matériaux à la source, donc moi, par exemple, je travaille avec les éleveurs, de recréer du lien et de casser ces frontières, par exemple, dans mon cas, éleveur, transformateur, designer, usager, d'arriver à vraiment recréer du lien entre tous ces acteurs, finalement, et
d'essayer de cultiver un cercle vertueux et voilà, moi je vais faire travailler des éleveurs et les éleveurs me font travailler, etc. Et en fait de casser un peu ces frontières-là. Je pense que ça c'est aussi une bonne façon, une bonne façon d'envisager aussi l'avenir, quoi. Ouais, je suis assez d'accord aussi là-dessus. J'ai l'impression que les gens qui nous rejoignent, j'ai la sensation que ils sont plutôt contents d'être là et qu'en gros ils restent, quoi. Et effectivement, l'entreprise à but d'emploi, quand ils ont fait le travail de démanteler des fenêtres et se sont donné du mal, quand ils voient que ça devient des beaux objets, dans des cadres valorisants, ça donne du sens aussi à ce qu'ils font. Et du coup, les gens, humainement, localement, ça a du sens, quoi. Ah oui, tout à fait. Enfin, les éleveurs avec qui je travaille, ils sont d'autant plus fiers que quelqu'un leur achète leur laine et que ça devienne quelque chose. Et ils se disent, ah, c'est cool, je fais pas que de l'agneau, je fais pas que du fromage. En fait, ma laine devient aussi quelque chose et c'est quelque chose de beau. Et ça leur donne aussi un peu de force pour aussi eux continuer des métiers qui sont franchement pas faciles. Enfin, l'élevage aujourd'hui, c'est carrément compliqué. Et de voir que voilà, il y a d'autres circuits possibles, il y a d'autres possibles, justement, tout simplement. Si tu récupères pas la laine, du coup, elle devient quoi ? Alors, depuis le Covid, la laine n'est plus envoyée en Chine. En fait, avant, il y a toujours, mais des négociants qui passaient de ferme en ferme, qui rachetaient la laine. Donc, le cours de la laine mondiale, c'est 10 centimes du kilo brut, donc rien du tout. Et c'était exporté en Chine, mais la Chine a durci ses frontières en termes de déchets agricoles, parce que la laine est un déchet agricole de catégorie 3, donc c'est comme du purin, quoi. Enfin, oui. Donc il faut des permis pour transporter de la laine brute. Voilà, c'est très codifié. Et donc les éleveurs, comme cette laine n'est plus rachetée, ils essaient de la brûler parce que ça brûle pas, ou ils l'enfouissent. Voilà. Et ils sont, ou alors ça s'entasse dans leur hangar et c'est vraiment un gros sujet. Ça prend beaucoup de place, donc c'est compliqué. Ok, merci beaucoup pour ces échanges. Je propose que nous prenions des questions maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions, des remarques, des partages d'expériences. Je vais faire passer un micro. Vous avez des questions entre vous? Ah, il y a une question là-bas. Vas-y, Vincent. Vas-y. Non, mais vas-y. Comme tu veux. Moi, j'aurais une question. Si vous travaillez aussi avec des entreprises, tu disais que vous récupérez je ne sais plus comment ça s'appelle, oui. Travailler avec des scieries pour aussi vous comprendre comment vous fonctionnez, pour que vous ayez aussi moins de travail après pour réutiliser les matières. Est-ce que j'imagine qu'il y a un grand champ aussi là de discussion, de collaboration, et est-ce que déjà vous le faites ou enfin voilà. Ouais, on le fait tout en permanence. En fait, l'histoire des épingles, moi à côté, j'ai encore mon activité d'ébénisterie traditionnelle, donc j'en commande du bois, pas mal. Donc en fait, toutes ces épingles-là, je les ai déjà en stock à mon atelier. J'ai pas forcément besoin d'appeler un fournisseur particulièrement pour récupérer ces épingles. Par contre, la question s'est posée d'un jour de les appeler et de savoir est-ce que vous pouvez me fournir vos épingles? Et ils m'ont carrément tous dit non. Parce que eux, ils en ont besoin eux-mêmes chez eux, et ces épingles ont une forme un peu particulière, en forme d'un peu d'IPN. Je ne sais pas si vous voyez en double T un peu là. Le I, quoi. Ouais, comme un I. Et du coup, eux, ils les achètent, ces épingles-là. Donc, ils les gardent dans leur entreprise. Donc, s'ils veulent me fournir seulement ces épingles-là, il faudrait que je la rachète à eux. Ou alors que j'appelle directement le fabricant d'épingles, que je n'ai pas réussi à trouver d'ailleurs pour l'instant, s'il veut bien les vendre à un particulier, quoi. Enfin, particulier, à une entreprise qui fait de la retransformation d'épingles. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Oui, en partie. C'était juste, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire avec cette entreprise d'épingles ou autre, pour se dire, en fait, eux, ils réutilisent mon matériau comme ça. Est-ce que je peux penser d'une autre manière pour qu'il y ait moins de travail après parce que voilà, pour courroyer plein de choses, ça prend énormément de temps.
Et pour limiter ce temps, pour après mieux revaloriser économiquement ce que vous faites, enfin, c'était de trouver un peu la marge économique qui permettrait... Donc voilà, donc c'est des questionnements de design, mais de la part de l'artisan et de l'entreprise, quoi. Bah, on a un peu le cas bon, à l'échelle de la laine, mais par exemple, moi, je fais de la formation auprès des éleveurs pour qu'ils me conditionnent, pour qu'ils arrivent à conditionner au mieux leur laine, par exemple. Donc, c'est-à-dire, les moutons sont tondus, mais ils doivent pas être tondus n'importe comment. Par exemple, si c'est tondu dans la paille, la laine, elle n'est pas exploitable. Donc, en fait, de plus en plus, nous, les lainiers, on les forme à organiser leur chantier de tonte le plus proprement possible, de façon vraiment très structurée, pour que nous, on ait encore moins de travail derrière en termes de tri, de lavage. Parce que c'est... Enfin voilà, moi, j'ai eu une stagiaire il y a 2 ans, elle a passé 2 jours à faire du tri de laine, à enlever chaque brin de paille dans la laine. Et ça, c'est un travail qui peut être évité si l'éleveur, en amont, organise bien son chantier de tonte, qu'il organise une fois par an. Donc, en soi, c'est un travail qu'il fait une fois. Ouais. Donc et en fait, on arrive à discuter avec des éleveurs justement qui comprennent nos problématiques et du coup qui arrivent à s'adapter justement pour nous faire gagner du temps. Et eux, ils en perdent pas des masses non plus à organiser ce chantier de tonte là de cette façon-là. Donc voilà, c'est des discussions aussi entre partenariats qui se mettent en place. Ouais. Question derrière. Vous parlez du coup de matières premières beaucoup et vos 3 entités travaillent avec des gisements réguliers de matières premières. Est-ce que vous pensez qu'en fait pour allier l'artisanat à du réemploi ou à une matière première qui serait un déchet aujourd'hui, il faut quand même trouver du coup des gisements qui sont réguliers, ou est-ce que vous arriverez à vous adapter avec de l'irrégularité d'une production industrielle ou de rebut? Est-ce que c'est des choses que vous envisagez? Et ma question aussi, c'est sur ce qu'on appelle un déchet aujourd'hui. Est-ce que, on se rend compte que le déchet va devenir une ressource aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts justement? Comment en fait on va transitionner sur la question de cette matière première-là? Est-ce qu'elle va être payante un jour? Est-ce que vous avez déjà des tendances? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pressentez sur l'avenir aussi de ces modèles-là? Nous, sur la première partie, vous disiez la régularité, enfin le gisement. On avait décidé de travailler vraiment sur ce bois-là parce qu'on le connaissait bien et on se disait que devenant un peu expert progressivement sur ce bois, on pouvait petit à petit apposer des garanties que les gens en face étaient en droit de nous attendre des mises en œuvre ou du matériau. Donc on pense que c'est important d'être vraiment sachant et de montrer tous les gages de garantie quand on fait du réemploi pour que ça puisse être promu puis continuer en fait. Donc le côté régulier de la ressource, on pense que pour pouvoir le transformer efficacement, c'est vrai que plus le matériau d'entrée est régulier, moins on a besoin de régler toutes les machines. Enfin, on les règle à chaque fois, mais bon, un peu moins que si on se mettait à partir sur du bois de charpente, puis après du bois de menuiserie, puis après du bois de plancher. En fait, on s'est fait une expertise sur ces sections de bois. On sait que c'est du bois de fil, bien régulier. On a appris à faire la reconnaissance d'essence. Donc on pense que en fait, c'est le côté devenir un peu expert d'une ressource. Ça permet de faire en sorte qu'on soit identifié comme ça et qu'on soit appelé et qu'on présente les garanties, quoi. Et après, sur le côté la ressource devenue rare, enfin en tout cas, quand est-ce que il y a un basculement sur le gisement en fait qui devient payant, on pense que c'est aussi en lien avec qu'est-ce qui est fait comme opération en amont de traitement sur le matériau. Nous, si quelqu'un nous préparait le bois sous forme de tasseau, ce qu'on fait nous actuellement en interne, on serait prêt à payer cette prestation-là, parce que ça nous ferait gagner du temps. Tout dépend de qui fait quoi à quel moment. Ou sur certaines essences vraiment très dures et très durables, par exemple sur du Moabi,
Dans certains cas, s'il y a tout un chantier très gros avec ce profil-là de fenêtre et tout en Moabi, on est prêt peut-être potentiellement à payer un transport pour qu'il y ait... Enfin, voilà, il y a toute une question de à quel point ça nous est utile et qu'est-ce qui peut être... Mais actuellement, c'est un déchet parce qu'on a beaucoup de travail dessus encore et notre modèle, il marche s'il nous les a amenés gratuitement, en fait. Et tu disais que du coup, parce que madame, je pensais parler de ressources pérennes ou pas. Enfin, je sais pas s'il y avait ça. Mais en tout, ouais. Et en tout cas, là, au niveau des fenêtres, après, vraiment, ce que tu dis, c'est qu'il y en a énormément et que vous utilisez peut-être 10% ou même 5% de... C'est 1 pour 1000 là, 1 qu'on pour 1000, utilise voilà. du 1 pour volume 1000. français. Donc il y a C'est 50 incroyable, 000 ça. tonnes de bois par an, on utilise 50 tonnes. On a le temps avant d'avoir Donc une... on s'est dit, si on arrive à être 10 fois plus gros, donc on passerait à 500 tonnes. Et puis après, on serait 100, un par département. Là, en fait, ça remplirait l'équation. Il y a vraiment un saut à faire important. C'est fou parce qu'en fait, il y a pas mal de constructions qui ont des fenêtres en PVC. Enfin, il n'y a pas que des fenêtres en bois, quoi. C'est fou cette... Ouais, alors déjà, le bois, c'est encore pas mal utilisé. C'est, je crois, 12 ou 15% des fenêtres et il y a 25% en PVC. Donc en fait, il y a quand même encore toute une partie de bois qui est utilisée. Et puis, on est encore au tout début des changements des menuiseries pour des raisons thermiques. Donc en fait, il y a encore plein de menuiseries qui sont déposées chaque année. Et puis en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'il y a sur les fenêtres, c'est pareil dans tous les secteurs en fait. C'est qu'il y a énormément des monceaux. Dès qu'on va à la déchetterie, on s'en rend compte, tout ce qui est jeté, qui est encore exploitable tous les jours. Là, c'est à l'échelle du bâtiment, donc c'est juste monstrueux, quoi. Mais c'est sûr que les chiffres, ils sont pas trop mis en avant parce que c'est pas très glorieux, quoi. Sur la laine, c'est un peu particulier parce que c'est un déchet qui ne vaut rien. Et moi, j'ai pris le parti pris parce que c'est une matière qui est produite sans vraiment le vouloir par les éleveurs. En fait, qu'un éleveur soit en brebis lait ou viande, la laine, elle pousse sur l'animal et il est obligé de la tondre. Donc en fait, il se retrouve avec cette production-là sans rien faire. Et donc si on écoute les éleveurs, ils aimeraient que les brebis n'aient pas de laine parce que c'est des frais pour eux. On parlait de chiffres, un tondeur, quand il tond une brebis, il prend environ 2 € par brebis. Et la laine est rachetée 10 centimes du kilo brut. Il y a à peu près 1 kilo de laine sur chaque mouton. Donc voilà, vous avez vite fait le calcul. Donc c'est un coût pour eux. Et donc moi, pour arriver à ce que l'éleveur... j'ai pas la prétention de dire que je vais faire vivre des éleveurs avec la laine, mais en tout cas pour essayer d'amortir ces coûts-là pour eux et d'être dans une vraie réflexion du cycle de la matière, je rachète la laine à l'éleveur à son prix. Donc c'est lui qui fixe son prix. Actuellement, c'est comme le lait, c'est l'acheteur qui fixe le prix à l'éleveur. C'est comme le lait, quoi. Donc moi, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, c'est lui qui produit, c'est pas lui qui fixe son prix. Et donc en général, je leur rachète 5 à 6 € du kilo brut, ce qui reste pas énorme. Et de cette façon-là, il amortit sa tonte. Mais moi, je brasse pas beaucoup de kilos de laine par an. Donc c'est assez, ça n'a aucun impact sur la grande échelle. Mais c'est ce que moi, j'essaie de mettre en place aussi avec les différentes interventions que je fais auprès des éleveurs, c'est d'arriver à leur faire prendre conscience qu'ils peuvent, eux, fixer leur prix. Et que il faut en fait à un moment donné réinverser la tendance actuelle pour que la laine devienne une matière première et plus un déchet. Voilà. Je pense à un truc, il y avait une histoire aussi de beaucoup de personnes qui utilisent de la laine en tant que matière première dans leurs produits, l'achètent en Nouvelle-Zélande parce qu'elle est plus douce et du coup la laine française c'était compliqué parce qu'elle était rêche un peu et du coup c'est en train de changer ça. En fait, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Chine sont les plus gros producteurs de laine au monde, mais ils n'ont qu'une race, ils ont le mérinos. Donc ils sont en mono élevage quasiment. Et nous, en France, on a 54 races ovines. En Angleterre, il y en a autant. Et donc, chaque race ovine a une laine différente. Donc, il y a 54 fibres de laine différentes. Chacune de ces laines a une application propre. Donc, il y a des laines à tapis, des laines à matelas, il y a des laines pour tout. Et donc, l'idée, c'est aussi, en fonction des régions et des objets, de réfléchir à la laine que j'utilise. Donc, quand je fais
du tapis, par exemple, je vais plutôt aller chercher des fibres qui sont plus résistantes, plus longues. Enfin, voilà, ça dépend des objets. L'idée, c'est de réfléchir les objets en fonction justement de ces laines-là. C'est pas évident parce que du coup, ça veut dire beaucoup de circuits. Mais l'idée de la filière française, et c'est le travail qu'on essaie de faire tous ensemble, c'est de réfléchir des filières par région. Parce que du coup, il y a des races plutôt régionales. Donc en Bretagne, on trouve des moutons, mais qu'on ne trouverait pas dans le sud de la France parce que, au niveau du climat, les moutons ne s'adapteraient pas. Et donc, il y a un peu des régions avec des pôles d'application lainiers différents, quoi. Donc nous, en Bretagne, on est plutôt sur de la matelasserie. C'est des laines qui sont très gonflantes. Dans le sud de la France, c'est plutôt du mérinos d'Arles, donc des fibres qui sont très douces, donc plutôt du plaid, du vêtement de corps, etc. Dans le sud-ouest, c'est plutôt de la laine à tapis. Enfin, voilà, il y a vraiment des régions avec des applications propres. Et l'idée, c'est de plutôt fonctionner comme ça, par mini-filières régionales, pour pouvoir restructurer de façon intelligente la filière lainière. Non, je vais rajouter quelque chose, et tu en as parlé aussi, ça rejoint un peu votre question, sur le choix des matériaux en fonction des produits qu'on réalise. Nous, on fabrique de l'assise, donc de l'assise tapissée. Donc au niveau du textile, on a une notion déjà de confort et de résistance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi utiliser des tissus recyclés de façon non industrielle, parce qu'après, au bout d'un an, ça se trouve, l'assise elle va se détacher. Il y a des tests qui s'appellent les tests Martindale qui existent sur les tissus. Et nous, on est obligé de s'assurer derrière, pour produire un produit fini qui est viable et pérenne dans le temps, d'avoir des tissus qui ont été testés et qui résistent à l'utilisation quotidienne d'une assise. Quand quelqu'un s'assoit sur une assise, ça peut être 10, 15, 20, 15 fois par jour, voilà, monter, descendre avec son jean, avec des différentes accroches qu'il peut y avoir sur le tissu. Donc nous, en tant que fabricant, on est obligé de s'assurer derrière que ça va tenir. Donc l'idée, nous, de ce qu'on fait, c'est de trouver des fabricants qui fabriquent des tissus recyclés que nous, après, on va utiliser. Donc nous, la transformation de la matière, elle se fait par des sous-traitants avant nous, pour s'assurer derrière que notre meuble, il tienne le plus longtemps possible. Voilà. Ce que tu voulais dire tout à l'heure, tu voulais intervenir, c'était ça? Non, je voulais parler, on parlait de l'éducation aussi aux gens à tout ce qui est recyclage et utilisation de produits recyclés, de valorisation de déchets. Je suis formateur à la Chambre des métiers en tant que professeur d'ébénisterie. Et je trouve ça important qu'il y ait des apprentis qui puissent aller dans des entreprises comme la vôtre, ce que vous faites, et je trouve ça génial. Et aussi d'avoir des formateurs qui sont, entre guillemets, érudits au sujet, et de faire évoluer le métier aussi dans ce sens. C'est-à-dire que leur montrer que ça aussi, ça existe. Qu'il n'y a pas que des entreprises d'agencement qui font du panneau, etc. etc. Qu'il y a d'autres filières, et pas forcément les éduquer là-dedans, mais au moins leur montrer la porte, de dire il y a ça qui existe aussi. Si ça vous intéresse, allez-y, quoi. L'information, quoi. Ouais, voilà. L'information et le montrer que ça marche aussi. Je pensais à ça parce que du coup, ça me fait penser en termes de casquette. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais nous, on a une bonne partie de notre énergie jusqu'à maintenant qui a été aussi passée à communiquer en détail sur ce qu'on faisait pour que ce soit compris. Donc à produire des plaquettes, des fiches techniques, comment on travaille avec les IAM, en fait, faire des pitchs, et puis sans arrêt remouliner tous ces documents, les mettre à jour. Et on pense qu'aujourd'hui, si on s'en sort, on a dépensé beaucoup d'énergie dans un premier temps qui n'était pas rentabilisée. Mais je pense que maintenant, si on s'en sort, c'est parce que les gens comprennent en profondeur ce qu'on fait, qu'on est hyper transparent et que du coup, il n'y a pas de doute. Et je pense qu'on en est encore à devoir expliquer très en détail, y compris des personnes du secteur ont du mal à identifier les différences entre recyclage, réemploi, réutilisation, entretien. Toutes ces notions-là sont en train de se définir, y compris dans les réglementations. Donc je pense que nous, on a vraiment un rôle, en s'y étant mis tôt, de travailler sur la communication de tout ça. C'est rassurant en fait aussi. Il y a aussi expliquer le prix. C'est vrai que l'artisanat, ça a un prix.
Mais qu'en fait, quand on est transparent, tu le disais, sur le prix, quand on le décortique, en fait, souvent les acheteurs, les usagers, ils disent « Ah oui, en fait, ça va ». Et en fait, il y a aussi se dire, on achète un bel objet en laine ou en bois, en fait, il va durer très longtemps dans le temps. Donc finalement, le prix est amorti sur le temps, et ça, c'est aussi un travail effectivement de communication à faire auprès des usagers pour voilà, leur dire, mais là, c'est un peu cher au début, mais l'objet, le tapis en laine ou que sais-je, dure, a une durée de vie longue, et il pourra lui-même être retransformé, réemployé à un moment donné. Enfin, j'ai fait l'expérience sur les charentaises, j'ai développé des chaussons sans éléments pétrochimiques, parce qu'actuellement les charentaises sont... Ça ne faut pas que je le dise trop, mais il y a un peu de plastique dedans. Et l'idée, c'est de réfléchir l'objet sans qu'il y ait aucun élément pétrochimique pour qu'il soit recyclé à la fin de sa vie en un autre objet, ou juste composté, parce que c'est que de la laine. Et en fait, les usagers adorent savoir ça. En fait, ils sont contents de se dire, au départ, c'est peut-être un peu plus cher qu'une paire de chaussons classiques, mais en même temps, à la fin, je sais que j'aurai aucun scrupule à le mettre au compost ou à le réemployer d'une autre façon. Enfin, voilà, il y a aussi toute cette réflexion-là qui prend du temps, mais qui donne du sens aussi à nos métiers. Ouais, du coup, l'acte d'achat ne devient pas qu'un acte de consommation, ça devient un acte aussi politique, et je trouve ça beau en tant qu'artisan, enfin, que l'artisanat et le savoir-faire manuel portent ces valeurs-là, c'est beau. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Ah, il y en a deux, bah voilà, on va en prendre deux. Alors moi, j'ai une question relativement pragmatique. Qui sont clairement vos clients, enfin, à qui vous vendez, et par quel biais vous vous êtes fait identifier? Parce qu'au début, quand on commence, on pense toujours au premier projet qui va nous permettre de nous faire connaître. Mais voilà, il y a peut-être d'autres astuces. À qui on vend? Des particuliers surtout. Particuliers. On est encore assez jeune pour vendre à des grosses structures. On n'est pas encore assez connu, comme vous le dites. Et pour ça, il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, on fait de la communication via les réseaux sociaux, on participe à des salons, on fait des collaborations avec des personnes qui peuvent nous aider dans ce sens, des architectes, ce genre de personnes qui peuvent nous inclure dans leurs projets d'habitat. Et les boutiques. Voilà, nous on essaye de démarcher les boutiques. On est présent sur quelques boutiques à Nantes, et ça reste encore une étape de plus à franchir pour nous, les boutiques, parce qu'il y a des questions de coût derrière, notamment du produit final pour le consommateur. Dans une éthique de vouloir faire des meubles au prix le plus responsable possible, en tout cas, est-ce que ça coûte réellement? L'étape boutique rajoute un pourcentage supplémentaire. Comment on l'inclut dans le prix de notre meuble? Est-ce qu'on le rajoute dès le départ? Est-ce que chaque boutique fait un peu à sa sauce, et puis vous vous débrouillez avec vos prix, entre guillemets, hein. C'est des questions encore un peu en suspens pour nous. Comment gérer tout ça? Moi, je vends à des particuliers un petit peu, via des expositions, des salons, et des pros, des centres d'art. Voilà. Et comment? Beaucoup de communication, beaucoup de travail sur les réseaux. Ça prend donc site web et surtout Instagram, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, c'est nécessaire. Mais je trouve que ce qui marche aussi de pair avec ça, c'est le bouche à oreille. Enfin, j'ai l'impression que moi, ça a été aussi très présent dans le développement de mon travail. Nous, c'est très peu les particuliers. Ça doit être peut-être 5%, quelque chose comme ça. C'est surtout les collectivités pour des mobiliers, pour je sais pas, dans une commune par exemple, une aire de pique-nique ou une aire de jeu, ou
Alors après, on a aussi des commandes publiques, mais par appel d'offres, où on a été repéré par le maître d'œuvre ou l'architecte qui nous a posé des questions un peu sur ce qu'on faisait en phase avant-projet, et pour voir s'il pouvait inclure du réemploi dans son projet. Donc on va être un peu, on va pas hésiter à fournir du travail dans ces phases-là en amont, pour qu'après notre marque ou juste le dispositif puisse être décrit dans le cahier d'appel d'offres. Et à ce moment-là, on va répondre au marché. Après, on a des commandes aussi en direct, que ce soit par des mairies ou par des entreprises qui vont nous demander de travailler sur un espace. Donc, on va faire le travail de design d'espace et de proposition de mobilier dans cet espace. Donc là, on va faire des esquisses. Voilà. Après, la manière d'accéder à ces marchés, en fait, en gros, on a toujours répondu présent quand on nous appelait pour faire un pitch ou une intervention comme ici ou en ligne, quoi. Donc finalement, ça permet d'avoir une sorte d'audience, quoi, d'une quarantaine de personnes qui vont du coup aussi parler de l'entreprise. Après, effectivement, le bouche à oreille des premiers clients qu'on a bien fait attention de toujours bien soigner, bah, finalement, c'est devenu un peu des relais qui vont se faire un peu porte-voix. En plus, ils ont eux-mêmes quelque chose à leur image qu'ils aiment bien, donc ils veulent en parler. Et puis un petit peu de réseau, effectivement, Instagram, un petit peu sur LinkedIn, et on a un site web avec le catalogue et puis ce qu'on fait. Mais alors après, on a aussi quelques speed dating ou des moments comme ça où on paye une prestation pour rencontrer des mairies ou des industriels, où on va rencontrer peut-être une dizaine de personnes. C'est avec la métropole, ça Donc on en a par l'ameublement français auquel on est adhérent. On en a d'autres aussi avec l'Agence de développement et de l'innovation Nouvelle-Aquitaine. On est adhérent également, donc ils nous proposent, par exemple à Bordeaux, là on a rencontré les mairies. Donc ça permet de concentrer en fait dans une après-midi pas mal de rendez-vous et ça marche bien. Et la muséographie, non, qui prend de plus en plus de réemploi. Muséo, bah, je pense qu'on aurait vraiment une place là-dedans à remplir, mais pour l'instant on n'est pas, je pense, c'est comme les parcs régionaux, on n'est pas assez, mais je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire dans ce genre de contexte. Je crois là-bas. Ouais. Moi, c'était une question, je reviens sur la question du réemploi, mais savoir si, en gros, dans un souci de régularité, vous travaillez aussi, alors que ce soit dans le cadre du réemploi de menuiserie ou même de textile, si c'est pour de l'ameublement, est-ce que vous mettez en place aussi des partenariats directement avec des producteurs, des fabricants de menuiserie, de textile, sachant que localement, il y en a aussi... Et justement, pour être sûr aussi d'avoir une matière qui soit... parce qu'eux, ils ont quand même un certain nombre de rebuts, de déchets de production. Et en plus, qui sortent dans un état qui est potentiellement correct, quoi, sur lesquels, dans le cas des menuiseries, il n'y a pas eu d'humidité, le bois qui gonfle pas. Voilà. Est-ce que c'est des choses aussi qui vous intéressent et intéressent aussi les entreprises, ce genre de partenariat? Nous, on sait qu'il y a un certain nombre d'initiatives de ce type-là. C'est pas notre cas. En fait, c'est pas tout à fait les mêmes catégories non plus d'usage de la matière. Le rebut de production et leur réemploi et réutilisation, qui sont après un cycle d'utilisation d'un objet pour sa réutilisation ou son réemploi. Mais effectivement, ça permettrait d'avoir une matière assez homogène. Mais ce n'est pas exactement le même cycle et pas non plus le même bilan. Nous, on s'est un peu fait vraiment la particularité de la réutilisation après un cycle de vie de la fenêtre, une dizaine ou une cinquantaine d'années, pour réutiliser le bois. On a des partenariats, notamment avec un fabricant de fenêtres, Revaux, c'est le groupe Ridoré, dans l'idée de leur refabriquer en fait des éléments de carrelé, de bois, pour qu'on refabrique des fenêtres telles que l'usage qu'elles avaient précédemment, mais composées de plusieurs essences de bois. Mais là, ça n'a pas exactement le même sens, quoi. Mais effectivement, il y a toute cette question de à partir de quand on bascule en réemploi. En fait, c'est une fois qu'on est passé par la case déchets.
et réutilisation également. Oui, parce que c'est déjà un déchet, même si ça ne sort pas de l'usine, potentiellement c'est considéré déjà comme du déchet, même des rebuts, des chutes de matières premières. Alors c'est une réutilisation, une optimisation de la ressource. Si c'est en interne dans l'entreprise, après si c'est vraiment jeté puis réutilisé par une tierce personne, ça peut changer de catégorie. Donc là, mais effectivement, nous on n'est pas trop sur cette question-là. On ne connaît pas trop. Moi, je suis pas très concernée, je pense, par la question. Enfin, les déchets que je produis, je les mets au compost. Parce que je travaille que la couleur naturelle des brebis, donc il n'y a aucun élément de teinture. Et quand c'est pas au compost, je le réutilise en atelier avec les enfants. Donc voilà, Pour ce qui est du bois, on a des fournisseurs, des scieurs où on va aller voir directement. Je travaille souvent avec le même et je sais d'où le bois vient et je sais comment il est géré derrière aussi dans les forêts. Et pour ce qui est plutôt des déchets en interne, je ne sais pas si c'était ça la question. Mais... Non, c'était plutôt, par exemple, dans votre cas, avec toute la partie tapisserie d'ameublement, il y a beaucoup d'usines de production autour de Cholet, où eux peuvent avoir aussi des rebuts. Et comme vous abordiez tout à l'heure la question de la solidité, des normes aussi, est-ce que justement, c'est pas intéressant de se fournir directement dans des chutes de production de matières neuves, mais qui finalement que eux n'utilisent pas parce que ça correspond pas à leur standard en termes de dimension. Oui, des matériaux déclassés. Alors oui, effectivement, après nous se pose un autre souci de produit final. C'est-à-dire que si le client me demande 10 chaises identiques, sauf qu'au niveau déchets, j'en ai de quoi faire que 3, je ne suis pas sûr qu'il va accepter. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des fournisseurs et notre sourcing va plus vers quel fournisseur peut me permettre d'avoir un textile recyclé, ou si je l'appelle demain, j'ai 15 chaises à faire, est-ce que tu as tant de tissus pour pouvoir les faire? Et savoir d'où vient le textile que lui il fabrique, plutôt que de chercher des rebuts un peu par-ci par-là. Alors ça dépend effectivement de la quantité de rebuts. S'il y a 5 tonnes de tissu, effectivement on peut le prendre et en faire quelque chose, sauf que nous on fabrique à la commande. Donc le stockage de ces 5 tonnes de tissu va après nous poser problème. Donc pour nous l'idéal c'est qu'il y ait un intermédiaire entre tout ça. C'est-à-dire qu'il y ait une personne qui aille faire le tour des entreprises qui ont des rebuts, le stock, et nous on l'appelle lui pour dire est-ce que tu as tant de trucs là sous la main pour pouvoir faire la commande que le client m'a demandé. Voilà. Il y a des entreprises qui existent comme ça, je pense à Revers par exemple, qui c'est leur travail. Ils font ça. Spécial dédicace. Voilà. Spécial dédicace à Émilie, qui fait ça très bien. Ouais. Merci beaucoup pour votre participation. Très intéressant, et puis merci à tous. On arrive au terme donc de cette rencontre. À 12h30, il y a les discours officiels, j'allais dire discours officieux, discours officiels. À 12h30 avec, je crois, un cocktail après. Et puis 14h45, on poursuit avec la deuxième table ronde de l'après-midi sur l'artisanat et les techniques. Merci beaucoup.